Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous. Merci, merci d'être là aussi nombreuses, aussi nombreux à cet événement important. Acte, c'est un mot fort. Acte, c'est un mot ambitieux. C'est peut-être celui qu'il fallait pour répondre à tous vos challenges. Ceci dit, on a quelques petits réglages à faire avant d'y arriver tous ensemble. On va en parler tout à l'heure sur cette scène avec des acteurs inspirants. Quelques thématiques que vous connaissez bien dans votre quotidien. On va forcément parler emploi, formation, transition, durabilité, simplification administrative, je pense, il en sera question, pas pourquoi. Mais avant ça, on parlera tout à l'heure de ces petits réglages à faire pour honorer tous vos challenges. Mais avant ça, je vais appeler le président de ce mouvement ACT, je vais appeler Pierre Mottet sur scène. Voilà, je me suis rasé depuis la dernière photo. Mesdames et messieurs les ministres, Excellences, chers partenaires qui nous assurez d'un soutien qui fait la différence, chers amis et amis de ACT, chers actionnaires donc. Bienvenue. Il y a un peu plus d'un an, j'en appelais à une révolution culturelle, une révolution porteuse de sens et de responsabilité, individuelle et collective. Une révolution où tous ensemble, nous ferions société. Une révolution ancrée dans la conscience profonde que nous avons des challenges colossaux en face de nous, à l'échelle du monde et de ses défis environnementaux, à l'échelle d'Europe, avec la guerre et les migrants à nos portes, à l'échelle de notre région et sa situation budgétaire aggravée par une désaffection envers le travail, un drame personnel et social qui a pris une dimension insupportable. Une révolution basée sur plus de confiance entre nous, sur plus de responsabilisation individuelle, sur plus de citoyenneté et sur pas moins de solidarité. Je rappelais que face à ces challenges, sans remettre en cause la solidarité envers ceux qui en ont vraiment besoin, il n'était plus acceptable de considérer comme normal de pouvoir abuser du pacte social, ni fiscalement, ni socialement, ni sociétalement. Pour redire donc simplement, en dehors de toute idéologie, que notre prospérité et donc notre compétitivité suppose que tout le monde y contribue dans les mesures de ses capacités. Mais aussi une révolution qui nous réinscrit résolument dans un développement durable. L'évolution du monde rappelle à quel point Jacques Craé, qui m'a précédé à ce poste, était précurseur. La situation climatique et les rappels réguliers sur l'état de l'environnement nous rappellent à quel point nous devons être partie de la solution et plus du problème, tant à titre d'entreprise que d'individu. Je souhaite m'arrêter ici un instant et vous inviter à vous lever en mémoire de Jacques, qui a ouvert cette voie avant que l'évolution du monde n'en fasse une évidence. Jacques qui nous a quittés accidentellement cet été. Je vous remercie pour sa mémoire. Révolution, disais-je. Il y a un an, je vous appelais à la révolution. Je vous disais d'ailleurs, camarades entrepreneurs. Aujourd'hui, on dirait bien que la révolution est en marche. Non pas la révolution des œillets, mais une révolution qu'on pourrait peut-être appeler la révolution des bleuets. Cette révolution, pour qu'elle tienne ses promesses, elle devra se déployer au-delà de ses premiers pas encourageants. Et pour ça, les déclarations politiques ne suffiront pas. Mesdames et messieurs les ministres, voire futurs ministres, puisqu'il reste le fédéral,
Vous avez été à la pointe de ceux qui ont lancé la révolution. Pour transformer la Wallonie en profondeur, vous aurez besoin de toutes les personnes présentes ici dans cette salle. Les entrepreneuses et entrepreneurs, mais pas seulement. Il faudra aussi des partenaires économiques, au sens large, les organisations publiques, les corps de l'État, les interlocuteurs environnementaux et sociaux, et que tout cela travaille ensemble pour recréer au plus vite une Wallonie et une Belgique de nouveau prospères, au bénéfice de tous et des générations tant présentes que futures. Nous voulons, comme acte, rester une plaque tournante, facilitant les avancées et ouvert à tous dans cette dynamique. Aujourd'hui, je ne m'adresse plus seulement à mes camarades entrepreneurs de l'Union wallonne. Je m'adresse à une assemblée d'actionnaires, à la plus grande communauté porteuse d'actions entrepreneuriales en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je suis heureux et fier de ce rassemblement. Je remercie en particulier ceux qui ont contribué, Philippe Barra, les présidents des CCI qui sont ici avec nous ce soir, David Eloi, Jérôme Vecchio. Je n'ai pas vu Yves de Kettelard ni Axel Boitel, mais je pense que Étienne Genin devrait être là aussi. Merci à vous. Merci d'avoir fait en sorte que Acte puisse être créé, d'avoir accepté de rejoindre l'Union wallonne, ces entreprises, ces fédérations, dans ce projet de simplification, puisqu'on avait dit qu'on parlerait de simplification ce soir. Oui, on peut le faire. Et ce projet de représentativité que plus personne ne pensait possible pour participer aussi à la révolution attendue. Je suis sûr que le gouvernement en est conscient. Je connais au moins une personne dans le gouvernement dont je sais qu'elle en est très consciente, pour en avoir été elle-même une artisane. Avec trop de succès, hélas, pour Acte, mais heureusement pour la Wallonie et les domaines dont elle est en charge. Je ne peux donc pas évoquer cet exploit sans l'en remercier au nom de toute notre communauté. Merci Cécile et bonne chance Madame la Ministre. Ceci dit, compte tenu du nombre de conseillers qui ont été happés par les cabinets, je suis heureux que la formation de ceux-ci soit terminée. Prenez le message, donc. Si vous voulez faire carrière en politique, rejoignez Acte. Il nous reste quelques places à pourvoir, dépêchez-vous. Et prononcez bien Acte, pas AKT. Je mets à l'amende tous ceux qui diront AKT ce soir et dans le futur, et vous savez que cette amende sera pour une bonne cause. Il reste que, en ce grand soir, comme le disait un autre membre de Acte qui a rejoint les cabinets, ce qui serait révolutionnaire en Wallonie, ce serait de mettre en œuvre ce qu'on a décidé. Il se reconnaîtra dans la salle. On compte certainement sur lui, et puis surtout le gouvernement, pour ça. Les premières annonces du gouvernement vont clairement dans ce bon sens. La nouvelle vision nous semble répondre à la révolution que nous appelions de nos vœux. Mais tout reste à faire. On en reparlera d'ailleurs dans le débat qui va suivre. Entre la vision et les résultats, il y aura des priorités, une infinité de décisions, des choix budgétaires, des processus de fixation de KPI et de suivi et un chantier dantesque de gestion du changement, en particulier dans les administrations. Dans les entreprises, nous savons à quel point ceci est critique et souvent sous-estimé. Culture is strategy for breakfast, disait Peter Drucker. Mesdames et messieurs les ministres, sans appeler Elon Musk à la rescousse, nous serions ravis de mettre à votre service nos expériences en la matière pour assurer et accélérer la traduction de la vision en résultats, et ceci bien avant les prochaines élections. Monsieur le vice-président, nous avons d'ailleurs bien lu votre article ce samedi. Nous savons que pour cela, des efforts seront à faire par tout le monde, nous compris, mais pas que. Nous savons que la Wallonie vit au-dessus de ses moyens depuis bien trop longtemps. Comme toutes les Wallonnes et tous les Wallons, nous avons la responsabilité de nous poser la question: comment pouvons-nous faire mieux avec moins, au sens de
avec moins de gaspillage et dispersion des aides de la région. Vous m'avez bien compris. Les entreprises sont prêtes à augmenter leur part à l'effort régional. Augmenter, j'insiste, car des efforts, elles en font déjà beaucoup. Elles se débrouillent malgré la pénurie, elles innovent malgré les surcharges administratives, elles font de leur mieux pour grandir malgré les charges qui pèsent sur leur compétitivité, elles investissent malgré les permis impossibles à obtenir. En échange de ces efforts du quotidien au service de leur région, les entreprises attendent des décisions clairvoyantes à court, moyen et long terme qui libèrent leur potentiel de création et soutiennent leur compétitivité dans un monde qui s'annonce difficile. Et donc, voir clair et loin, se baser sur des chiffres et des faits, savoir gérer le changement, voici certainement 3 convictions de Frédéric Panier, le nouveau CEO d'ACT, pour contribuer à cette révolution. Ces convictions, il a pu les construire et perfectionner à Stanford lors de son doctorat en économie, puis chez McKinsey, où il partageait son temps entre la transformation des entreprises et celle des organismes publics, en particulier dans la réforme du système éducatif. Il nous vient dans la fleur de l'âge avec une énergie et une foi qui déplacent les montagnes et qui vous porteront aisément jusqu'au petit matin. Attention, il ne porte pas de pull, il porte un costume ce soir. Pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, prenez-en acte. Il se réjouit déjà de mieux vous connaître dans la soirée qui va suivre. Et enfin, par-delà cette soirée, je vous invite aussi à passer à l'acte pour continuer la révolution. Et quand je dis passer à l'acte, je veux dire qu'à partir du 1er janvier, Act for Wallonia déménage à Namur, boulevard Frère-Orban, où nous sommes impatients de vous accueillir avant ou après vos rencontres avec le politique et l'administration, si on peut vous aider. À Namur, mais pas que, puisque toutes les CCI que vous connaissez bien deviennent aussi actes et vous font aussi une invitation à passer à l'acte près de chez vous. Merci donc pour votre attention à ce discours écrit à l'ancienne sans ChatGPT. Avant de rendre le micro, je voudrais juste encore exprimer toute ma reconnaissance à l'équipe de Act for Wallonia et aux équipes de ACT pour leur engagement et leur résilience dans une année qui a été tumultueuse, mais dont on sort plus fort que jamais. Merci. Merci Pierre. Merci Pierre. Eh bien écoutez, on va attaquer les choses sérieuses. Je vais proposer à un ministre de passer à l'acte. Je crois qu'on a le ministre wallon de l'économie parmi nous. Est-ce que vous êtes prêt à passer à l'acte? Pierre-Yves Jolet, je vais vous demander de me rejoindre sur scène. On va leur montrer ce que ça donne. Pendant que vous me rejoignez, on va découvrir ensemble le message de celui qui n'est pas passé à l'acte ce soir, en tout cas, lui. Il nous a envoyé un petit message. Et j'ai 2 nouvelles pour vous. On l'écoute. Une moyenne et une excellente. Je ne pourrai malheureusement être parmi vous ce soir. Comme vous le savez, le gouvernement est à disposition du Parlement. Je ne peux donc pas me soustraire à mes obligations, même si, je dois bien l'avouer, votre invitation était plus que tentante. Mais cela m'amène à l'excellente nouvelle. Je vous laisse entre les mains expertes de Pierre-Yves qui représentera de la meilleure des manières le gouvernement wallon ce soir. Vous pouvez compter sur nous pour être à votre écoute et à vos côtés. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous en prie. Vous vouliez peut-être nous dire quelques mots? Avec plaisir. Alors, je n'ai jamais pu le faire, alors laissez-moi peut-être ce plaisir. Camarades, actionnaires, je suis évidemment très, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui parce que, et c'est logique, on parle beaucoup de l'action du gouvernement, l'action de l'autorité publique et politique, mais il ne faut jamais oublier que celles et ceux qui créent de l'activité économique, celles et ceux qui créent de l'emploi, ce sont les entreprises. Ce sont vous, les entreprises, peu importe la taille, qu'on soit indépendant, qu'on soit une PME, une grande entreprise, c'est évidemment vous
qui créaient cette activité. Mais c'est vrai que vous avez besoin d'un environnement le plus attractif, le plus favorable pour créer, développer cette activité, grandir, faire grandir votre entreprise. Et ça, c'est évidemment le rôle du politique. Le rôle du politique, et il faut bien le comprendre parce que j'entendais cette semaine un bourgmestre d'une grande ville ce matin en radio qui disait que c'était sa ville qui créait le plus d'emplois en Wallonie. Alors moi, en même temps, hier matin, j'avais un débat sur les APE, les aides publiques pour le secteur non marchand et les pouvoirs locaux, 1,3 milliard d'euros chaque année pour la Wallonie, et des parlementaires de son parti qui me menaçaient en disant « c'est de votre faute, les communes vont être en faillite, on va supprimer, licencier du personnel parce que la non-indexation sur le 1,3 milliard représentait 13,5 millions d'euros. » Et Pierre, tu l'as dit, une révolution, mais en tout cas, il y a un momentum aujourd'hui, un choix qui a été porté par nos concitoyens pour un changement. Un changement, il y a des déclarations très fortes qui ont été faites, une déclaration de politique gouvernementale qui a été ambitieuse, qui a été offensive, et nous mesurons avec Cécile, avec Yves, avec mes collègues du gouvernement wallon, le poids qui est sur nos épaules aujourd'hui, parce qu'on n'attend plus que des paroles, on attend des actions, on attend un changement concret. Je sais que vous êtes évidemment partenaires à nos côtés, comme nous sommes à vos côtés, mais que ce changement, il est attendu. Alors, quelques priorités très rapidement. Je voudrais réinsister sur la priorité des priorités qui est l'éducation et la formation. Et vous savez, on essaie de revaloriser la qualité de notre enseignement. On a évidemment comme ambition de revoir notre système de formation, mais c'est d'abord inévitable. Inévitable quand on a un paradoxe d'avoir autant de chercheurs d'emploi et avec autant de besoins du monde de l'entreprise qui ne parvient pas à trouver le personnel formé avec les compétences et qualifié, alors que ces entreprises sont prêtes à engager. C'est un problème, évidemment, pour la compétitivité des entreprises, pour la croissance de certaines entreprises, la volonté d'internationalisation de certaines entreprises. Donc l'éducation et la formation sont vraiment, je vais dire, des défis majeurs. Mais on l'a dit aussi, les finances publiques sont ce qu'elles sont, que ce soit en Belgique, mais ce n'est guère mieux si vous regardez ce qui se passe en France aujourd'hui, mais c'est quand même un contexte international compliqué. Nous avons ce défi de redresser les finances publiques. Et oui, la Wallonie a vécu au-dessus de ses moyens. Et qu'aujourd'hui, on ne peut plus estimer que l'État Wallonie reste un mystère cache. L'argent ne coule pas des murs. Et à un moment donné, 1 euro doit être toujours optimalisé dans les politiques que nous menons. Et ça, c'est un défi qui est évidemment très difficile. Moi, je peux parler avec tout le monde me dit « Parfait, tu as raison, tu as parlé de l'article de l'Écho samedi », tout le monde me dit « Parfait, mais chez nous, ça va bien. Hein. Chez nous, il ne faut rien toucher. Hein. Dans le secteur de la formation, ça va. Il ne faut surtout pas mettre de l'ordre, il ne faut surtout pas mutualiser les coûts, il ne faut surtout pas rationaliser les structures. » Et on peut parler avec tous les secteurs, et y compris, je le dis et je suis en face de vous aujourd'hui, y compris le monde de l'entreprise. Nous avons en Wallonie des systèmes, des incitants, des aides à l'emploi, des aides à la formation, des aides à l'investissement. Tout ça, c'est énormément d'argent public, et on doit avoir le courage, et c'est le courage de ce gouvernement, de se dire qu'on doit mettre tout à plat, qu'on doit pouvoir évaluer, orienter, amplifier certains dispositifs, certaines aides, mais aussi en supprimer ou en diminuer. Supprimer, par exemple, les effets d'aubaine. Et est-ce que, concernant les entreprises, il n'y a pas parfois des aides à l'emploi avec un certain effet d'aubaine? Est-ce qu'il n'y a pas certaines aides à l'investissement où il n'y a pas un effet d'aubaine? Et c'est
vraiment ce courage-là que nous voulons avoir, cette détermination pour que l'argent public soit le mieux orienté vers le système de formation, vers l'accompagnement des entreprises, parce que, et Pierre l'a dit, on doit pouvoir faire mieux avec moins. Moi, je peux vous dire aussi que nous voulons être plus que jamais aux côtés des entreprises aujourd'hui, parce que je suis intimement convaincu que c'est vous qui avez aussi les clés du redressement de notre région et du développement de l'activité. Je suis aussi convaincu qu'on doit davantage créer de richesses dans notre région et que nous avons les talents pour le faire. Je suis un adepte de la croissance et pas de la décroissance, parce que c'est aussi en créant de la richesse qu'on pourra assurer les missions de service public, mais aussi assurer la solidarité envers celles et ceux qui en ont le plus besoin, à condition aussi d'oser revoir le système généreux de notre aide sociale en Belgique. Il faut aussi avoir le courage de le dire. Nous avons la chance d'avoir un pays où la sécurité sociale est extrêmement développée et nous en sommes évidemment fiers, mais ça coûte aussi très cher et à un moment donné, on doit pouvoir expliquer, notamment dans le domaine de l'emploi, que tout ce que l'on a fait, que tout l'argent public qui a été mis dans l'enseignement, qui a été mis dans des opérateurs de formation, d'insertion, avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur des moyens, eh bien qu'à un moment donné, il y a un coût pour la collectivité et que demander des efforts, demander de la proactivité par rapport à celles et ceux qui ne travaillent pas, ça fait aussi partie des ambitions du gouvernement, un retour à la collectivité. Et je voudrais aussi terminer, on a parlé de transition numérique, de la transition environnementale, de la transition écologique, qui sont évidemment des ambitions très très fortes aussi du gouvernement. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, dans le débat. C'est aussi d'avoir une vision et une vraie stratégie. Et ça, c'est ce qui manque aussi en Wallonie. Ce n'est pas toujours les moyens publics. Je l'ai dit, les moyens publics, ils sont colossaux. En Wallonie, on doit pouvoir les réorienter, mais aussi avoir une vision. Une vision, que ce soit, si on pense à la transition climatique, on pourrait penser aussi à la transition numérique. Et quand je peux voir la transition numérique, tout le gaspillage des subventions au niveau de la région wallonne, on doit à un moment donné faire de la transition numérique une priorité, mais avec un véritable effet levier, en définissant certains secteurs stratégiques comme l'intelligence artificielle, comme la cybersécurité. Et en matière de transition climatique, il en va de même pour les ménages. Cécile a pu expliquer hier en commission combien les décisions qui avaient été prises à l'emporte-pièce et sans vraiment beaucoup de perspectives en matière environnementale, ce que ça va coûter à la région en centaines et centaines de millions d'euros, alors qu'on est en retard dans toute une série de politiques en matière climatique. Et on pourrait multiplier évidemment les exemples, et c'est vrai aussi pour les entreprises. C'est clair qu'on veut améliorer la durabilité des entreprises, qu'on veut améliorer la décarbonation des entreprises, mais là aussi, il faut avoir une vision claire, une vision partenariale, incitative avec les pouvoirs publics et pas punitive et culpabilisante toujours à l'égard du monde de l'entreprise, comme si les entreprises ne faisaient pas d'efforts en matière climatique et en matière environnementale. Et puis, je terminerai par là, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, mais la simplification administrative. On peut parler à n'importe quel entrepreneur, peu importe la taille de l'entreprise. Aujourd'hui, la paperasse, les contraintes administratives sont énormes dans tous les secteurs par rapport aux dispositifs, aux aides ou aux incitants dont on peut bénéficier, par rapport aux permis, par rapport à l'aménagement du territoire, par rapport à l'urbanisme. Là, je pense qu'il y a vraiment un travail colossal et c'est probablement la plus grosse attente du monde de l'entreprise. Et je veux remercier aussi vraiment et profiter de l'occasion de remercier ACT et ce que Pierre a oublié parce qu'il a dit qu'il y avait encore un gouvernement fédéral à former. Donc pour les collaborateurs, c'est peut-être pas fini, mais ça c'est la parenthèse. Mais je remercie vraiment les équipes d'ACT parce qu'il y a un travail qui est fait concernant la simplification administrative remarquable qui est fait. Ce n'est pas simplement des intentions, ce sont des mesures concrètes qui sont d'ailleurs concrétisées dans des textes parfois d'arrêtés, de décrets qui sont
prévu. Et donc, je pense qu'on va vraiment continuer à travailler ensemble à un rythme effréné parce qu'on a, avec le gouvernement, rendez-vous le premier trimestre 2025 pour avoir vraiment une rupture concernant la simplification administrative qui est attendue. Mais nous mesurons que sur tous ces chantiers-là, vous espérez que les gouvernements seront à la hauteur. Et je peux parler aussi au nom de mes collègues. Sachez en tout cas que le courage politique, que la détermination, que l'enthousiasme sont bien là aujourd'hui pour mener à bien ces réformes. Merci et bonne soirée. Merci, Monsieur le ministre. Je vous garde avec moi. Je vous garde avec moi parce que, comme vous le savez, la base d'une bonne relation, c'est de bien se connaître. Donc, si on veut à un moment donné passer à l'acte, il faut bien se connaître. D'accord ? Alors, vous connaissez tous ces acteurs de l'économie beaucoup mieux qu'ils ne vous connaissent. Ils ont besoin de savoir un peu ce qui vous anime. Ils ont besoin de connaître peut-être vos points communs avec eux. Alors, je vais me permettre de vous poser quelques questions. Il va falloir jouer le jeu. Vous êtes quelqu'un de sincère, d'honnête. Il va falloir le prouver, là, maintenant. Alors, par exemple, Pierre-Yves Géolet, le week-end en famille, vous êtes plutôt balade dans les Hauts-de-Fagne ou farniente à la côte belge? J'aime bien la côte belge, mais plutôt balade dans mon beau pays de Haine. Plutôt balade. Si vous deviez, Monsieur le ministre, interpréter une chanson pour convaincre les Wallonnes et les Wallons de voter pour vous à The Voice, vous vous éloignez? Vous voulez que c'est parce que c'est le micro, voyez-vous. Ah oui, pardon. Ah, mais voilà, bon, non, je vous en prie. Voilà, c'est magique. Quelle chanson choisiriez-vous pour gagner le cœur des Wallons et des Wallonnes à The Voice, Pierre-Yves Géolet? Je pense d'abord qu'il vaut mieux pour tout le monde que je ne chante pas. Oui. Mais je vais jouer le jeu. Alors, peut-être Femme, je vous aime de Julien Clerc, pas pour passer nécessairement à l'acte aujourd'hui, mais plutôt parce que c'est la chanson préférée de mon épouse. C'est ça, c'est bien répondu. Quelle est la plus grande richesse de Wallonie? La plus grande richesse, inévitablement, le capital humain. Le capital humain, les talents, parce que c'est ce qui permettra à la Wallonie, avec celles et ceux qui osent, qui investissent, qui prennent des risques, qui créent de l'activité, mais aussi les travailleurs de notre Wallonie à relever l'ensemble des défis. Qu'est-ce qui pourrait vous manquer pour réussir cette transformation annoncée? Alors, je l'ai dit, pas le courage politique, pas la détermination, mais peut-être la persuasion, j'espère que non, mais de convaincre les Wallonnes et les Wallons qu'il faut aussi changer de mentalité pour réussir le redressement de la Wallonie. Vous parlez de mentalité, maintenant j'ai envie de parler de compétences. Si vous étiez une compétence que chaque Wallon devrait maîtriser, vous seriez quelle compétence? Je dirais courage, effort, travail. Et avec ces valeurs-là, je pense qu'on réussit dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Si vous pouviez supprimer un obstacle majeur pour les entreprises wallonnes, lequel serait-il? Facile, les tracasseries administratives et les paperasses. Décidément, là, il va falloir passer à l'acte. Il y a du boulot. Quel est, selon vous, le plus grand talent des entreprises wallonnes, s'il ne fallait en citer qu'un? Alors, je n'aime pas le mot résilience. Je trouve qu'on l'a peu mis à toutes les sauces, notamment après la crise sanitaire et la crise Covid, mais c'est quand même la capacité de nos entreprises à s'adapter à toutes les situations, que ce soit des bonnes situations, des situations heureuses, mais aussi des situations plus compliquées. Et quel est, enfin, le mot qui vous vient en tête pour décrire l'avenir de la Wallonie? Alors, peut-être pas un mot, mais un ciel bleu, bleu turquoise, avec un beau rayon de soleil qui rayonne sur la Wallonie. Merci beaucoup. Je vais vous demander d'aller prendre place pour la suite de cette rencontre. Ah ouais, il a joué le jeu. Ça se passe bien pour l'instant, non? Hein? On avait promis convivialité. Pas encore passé à l'acte. Tout doucement, tout doucement. Alors, quand on parle des entreprises actrices de changement pour une Wallonie prospère et durable, on parle forcément de défis économiques. J'ai besoin d'un peu de renfort sur scène, j'ai besoin d'acteurs inspirants. On ne pouvait pas tous vous faire monter sur scène, donc il a fallu faire une petite sélection pour Acte. Et c'est sa première grande soirée ce soir, donc vous allez pouvoir en profiter. J'appelle Frédéric Pagnier, le CEO d'Acte.
Pour Écostérile, l'administratrice Amélie Maton. Pour Agoria, la directrice générale Clarisse Ramakers. Et pour le groupe Éloi, l'administrateur délégué David Éloi. Alors, je vous le disais tout à l'heure, il y a encore quelques réglages à opérer pour que vraiment tous vos challenges s'accélèrent et que vous performiez tous. Quelques bisbrouilles administratives, bizarrement, on en a déjà parlé 2-3 fois. On va peut-être s'arrêter sur un visuel, le poids des mots, le choc des photos. Vous vous souvenez de cette formule? Moi, j'aimerais qu'on s'arrête sur un visuel qui est cher à David Éloi pour commencer cette rencontre. David, ça vous fait quoi de voir cette image? Ça fait mal. C'est douloureux encore, hein. C'est un dossier qui reste d'actualité, mais expliquez-nous. C'est un permis, voilà, c'est un permis en Belgique. Voilà ce que ça représente. C'est quelques fardes. Alors une trentaine, 39 pour être exact. Oui. Comment on fait, Frédéric, c'est forcément un de vos combats. On l'a su, on l'avait même pas, tout le monde l'a évoqué sur scène déjà ce soir. C'était aussi une volonté d'en parler entre nous. On est bien d'accord qu'on est là pour faire avancer les choses. C'est l'un des combats d'Acte de faciliter ces démarches administratives. C'est une évidence. Ça ne fonctionne pas. Ah voilà. Ça y est. C'est une évidence. Vous l'avez entendu de tous les côtés. C'est un des grands défis du gouvernement. Et en même temps, c'est un peu l'arlésienne des politiques publiques. On en parle. Si vous faites l'historique, dans quasiment chaque déclaration de gouvernement, on en parle depuis 20 ans. Et on ne la voit pas, cette simplification administrative. Et donc, on espère que le gouvernement, cette fois-ci, va effectivement délivrer. Alors, comment s'y prendre? On pense qu'il faut agir en 2 temps. Vous l'avez mentionné, à très court terme, on a déjà rassemblé avec nos fédérations tout un ensemble de changements très concrets. Le paradoxe, c'est que pour simplifier les choses, il faut faire de la paperasse de nouveau, où on fait la liste de tous des changements concrets dans des textes. Hein. C'est des mots qu'il faut retirer, des phrases qu'il faut retirer, qui peuvent être mis en œuvre très rapidement. Ça, c'est le court terme. Et puis, il y a plus long terme, il y a des grands dossiers de changements qui sont plus complexes. Le plus emblématique, tu l'as dit, c'est vraiment la réforme des permis. Je crois que chaque entrepreneur dans la pièce a une histoire de permis plus absurde que l'autre. Et par rapport à ce défi des permis, et par rapport globalement à tous ces défis plus complexes, nous, on a un message au gouvernement: impliquer les usagers. Pourquoi ça n'arrive pas, la simplification administrative? Si vous la faites tout seul dans une pièce avec un cabinet et une administration, il y a toujours quelqu'un qui lève la main pour vous dire: ah mais oui, ce formulaire-là, on en a besoin. Ah mais oui, ce contrôle-là, il est nécessaire. Si vous voulez changer cette logique, il faut mettre l'utilisateur final dans la pièce, c'est-à-dire les entreprises ou leurs représentants. Et donc notre message au gouvernement qu'on a déjà transmis, c'est: impliquez-nous dans la prise de décision sur la simplification. David, j'ai envie de vous rassurer, j'ai pu lire dans la déclaration de politique régionale, les entreprises doivent pouvoir disposer d'un point de contact unique au sein d'un service public. Les délais d'ordre et de rigueur au niveau des procédures administratives seront réduits au plus court et ils seront définis pour les procédures d'autorisation ou de permis quelconque qui n'en disposeraient pas encore. Donc, c'est en cours. Vous êtes optimiste quand même aujourd'hui face à ce type de situation? Optimiste plus que jamais, parce qu'effectivement, on se rend compte que voilà, c'est un mal vraiment pour le développement de la Wallonie et qu'il a été largement reconnu. Ce qui me tracasse encore, c'est la capacité justement à pouvoir transformer ce système qui a montré ses failles, ses lacunes. Cette personne de contact, je lui souhaite bien du plaisir. Non, plus sérieusement, Frédéric l'a bien dit, on a besoin finalement d'avoir une vraie interaction avec le service public. Il est anormal aujourd'hui, quand on travaille de nombreux mois sur l'établissement d'un dossier de permis, avec toute la complexité que ça représente de pouvoir, je vais dire, mettre les éléments nécessaires et demandés par l'administration. Une fois que c'est fait et que le dossier est soi-disant complet, c'est silence radio pendant plusieurs mois, parfois un an. Et au bout de cette période relativement longue, on apprend soit la bonne nouvelle, ou soit, comme c'est régulièrement le cas, qu'il manque un document, ou finalement ça n'a pas été bien expliqué, il faudrait pouvoir retravailler un peu le dossier. Et c'est de la perte d'efficacité. Un peu de bonne gestion montrait simplement qu'en cas d'inconnu, d'incomplétude, ou de questionnement tout simplement sur un élément du dossier, on prend son téléphone et on appelle l'entrepreneur, on appelle celui qui est porteur du projet pour avoir cette clarification. C'est du bon sens. Pierre-Yves Jollet, on peut imaginer travailler tous ensemble un jour?
Oui, oui, il le faut. Et par rapport à cet objectif, moi, je le partage complètement pour les entreprises, que ce soit le nombre de démarches à effectuer, mais aussi les délais. Et donc, on doit pouvoir travailler, et Frédéric l'a dit, d'une part avec les acteurs, les partenariats, mais aussi avec l'administration. Et c'est trop facile de dire, pointer l'administration comme responsable, parce que les décrets, les arrêtés, ce sont les politiques, c'est nous qui les faisons. Donc, à un moment donné, il faut aussi pouvoir, je veux dire, les assumer et assumer aussi notre responsabilité. Parce que je suis convaincu que ça ne fait pas nécessairement non plus plaisir aux fonctionnaires de notre administration d'avoir des entreprises qui se plaignent du manque de transparence, du manque d'information. Et donc oui, c'est vraiment un objectif qu'on peut réussir d'une part avec les acteurs de terrain, avec les décideurs politiques, mais aussi avec l'administration qui doit jouer un rôle essentiel et qui est enthousiaste aussi pour jouer ce rôle essentiel. Et la digitalisation ici de l'administration fait partie aussi des défis à relever. Amélie, transformer les actes, ça peut prendre du temps, trop de temps, selon vous? Mais le message d'optimisme, je pense qu'il commence à être reçu par les entreprises. C'est vrai qu'on le perçoit et je pense que finalement, pour nous, au niveau d'EcoStéril, on a laissé tomber des projets parce qu'il y avait tous ces documents, tous ces peut-être consortiums aussi parfois à monter, toutes ces étapes à franchir parce que dans un souci de pragmatisme, de gestion de PME, ben voilà, il fallait décider d'avancer, donc on a préféré d'autres voies. Et donc je pense que c'est un formidable levier pour aussi des nouvelles innovations, pour aussi le développement, parce que c'est vrai que c'est un réel frein. Et l'optimisme, on le perçoit, ça, on le ressent très fortement depuis quelques mois. Et donc voilà, c'est avec une grande impatience qu'on attend les actes. Clarisse, est-ce qu'on peut aller de la simplification à la surréglementation? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet aujourd'hui? Je pense que l'Europe est en train de montrer le bon chemin avec Ursula von der Leyen qui dit moi je veux 25% en moins de charges administratives. Après, la question, ce n'est pas l'effet d'annonce, c'est le comment. Et en tant que fédération techno, je trouve qu'un des éléments qu'on doit mettre dans la balance, c'est l'impact économique que ça peut avoir non seulement de simplifier, mais surtout qu'on a des super boîtes qui sont capables d'amener de la digitalisation, de la simplification. En fait, la donnée, c'est une mine d'or et on peut vraiment créer un vrai modèle économique qui va permettre à nos boîtes d'être aussi apporteuses de solutions. Et donc, je pense que c'est vraiment, quand on parle de ensemble, c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre concrètement en donnant des business opportunities à nos boîtes qui sont à la fois apporteuses de solutions et à la fois utilisatrices. Et je pense qu'on a tous, pour le moment, des démarches avec les directeurs d'administration qui sont particulièrement intéressés et qui nous reçoivent de manière très constructive et positive en disant « mais ok, ensemble, qu'est-ce que ça veut dire et concrètement, qu'est-ce que vous pouvez nous amener comme solution de manière à avoir un single point of contact, à avoir une utilisation de la donnée qui est intelligente et surtout à garder nos données au niveau européen. Et là, on a des boîtes qui sont en train d'investir, pour en citer une, NRB. Je crois que c'est vraiment des éléments qui sont essentiels pour assurer notre stratégie et notre souveraineté stratégique au niveau wallon. Frédéric, vous êtes d'accord avec ça? Évidemment. C'est un des messages que vous portez. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous avez le sentiment tous que cette lasagne institutionnelle, il est temps qu'elle s'allège un peu, qu'elle soit plus digeste? À nouveau, je crois que tout le monde va être d'accord. Effectivement, il faut la simplifier. Après, comme vous le disiez, Monsieur Jolet, sur le principe, tout le monde est d'accord. Simplifier, oui. Faire des économies, oui. En pratique, quand c'est lui qui doit être simplifié, personne n'est d'accord. Et donc, je pense que dans les années qui viennent, il y aura beaucoup de courage à avoir, effectivement, pour que chacun se dise, je vais aller au-delà de réfléchir pour ma part du gâteau, et je vais réfléchir avec l'intérêt général. C'est vrai pour le gouvernement, c'est vrai pour nous. La question, c'est surtout comment on fait. Comment on fait? Parce que cet optimisme, Amélie, vous l'avez rappelé, il est là. Donc, c'est encore très positif qu'il soit encore là. Comment on fait concrètement pour travailler ensemble, pour que les pouvoirs publics et les entreprises travaillent ensemble? Est-ce que vous avez des pistes? Oui, je pense qu'on implique tous les acteurs et Frédéric l'a bien mentionné. Je pense que parmi vous, beaucoup connaîtront aussi
le fameux pentagramme des stakeholders, que je vais peut-être encore répéter, mais c'est l'analyse d'un problème par rapport à différents prismes de vue et comment est-ce qu'on résout cette problématique. Si elle n'est résolue qu'avec une seule vision, finalement, on n'aboutit pas à quelque chose de fructueux pour l'ensemble des acteurs. Et donc, en effet, les démarches administratives sont compliquées pour les entreprises. Évidemment, invitons les entrepreneurs, mais invitons aussi les membres du gouvernement, invitons peut-être les universités qui vont aussi intervenir dans les programmes de formation, invitons le secteur public, les grandes entreprises qui vont être le levier aussi pour des plus petits projets. Et je pense que c'est les investisseurs également. Et donc, je crois que c'est ça la clé, de ne pas travailler en silo. Ok. Vous avez le sentiment, David et Éloi, qu'on travaille trop en silo aujourd'hui ? Ça dépend certainement du secteur. Je pense qu'effectivement, les projets qui avancent en général le mieux sont ceux qui ont été partagés, dans lesquels on a retrouvé différentes parties prenantes. Malheureusement, ça ne suffit pas quand on dépend justement d'un décret, un vieux décret. Voilà, celui qui dérange, celui qu'on n'a pas osé remettre en question, celui finalement que peu de personnes dans l'administration comprennent. Et finalement qui est un point de blocage sur l'avancement d'un dossier. Donc je pense que pour gagner en efficacité, il faudra les bonnes personnes, le bon gouvernement. Lorsqu'on est bien parti, on a par contre encore ici, je pense sur certaines matières, peur peut-être de s'attaquer, c'est pas au sujet qui fâche, mais vraiment aux éléments qui sont chaque fois la même pierre sur lequel un dossier ou une entreprise bute. Donc il faut vraiment avoir du cran, du courage pour aller de l'avant et prendre des actes. Pierre-Yves Géolet, pour répondre à ce que disent David et Amélie, est-ce que c'est possible de mettre tout le monde autour de la table ? Mais mettre tout le monde autour de la table, il faut voir de quoi on parle. Si on parle de la simplification administrative, et oui, évidemment, si on parle de l'innovation et de la recherche, c'est évidemment essentiel de mettre les acteurs de la recherche, le monde de l'entreprise, le monde académique, les centres de recherche. Vous savez, moi, je constate que la complexité de la Wallonie, on a besoin d'écosystèmes. On a besoin d'écosystèmes performants en matière de formation et d'insertion socio-professionnelle, en matière de recherche et d'innovation, en matière d'accompagnement des entreprises. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a un paysage hyper compliqué. Un chat n'y retrouve plus ses jeunes. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'on subsidie des tas d'opérateurs publics. On subsidie à travers des tas de dispositions publiques aujourd'hui. Et donc, vous pouvez prendre chaque secteur, il y a une dilution des moyens publics, il y a un saupoudrage des moyens publics, et donc il n'y a pas un effet levier. On peut réussir la transition numérique à un moment donné quand on portera, je vais dire, certains projets en les ciblant. Je l'ai dit, sur la cybersécurité, sur l'intelligence artificielle, sur l'accompagnement peut-être des PME. En matière d'innovation et de recherche, c'est la même chose. L'innovation et la recherche, c'est une plus-value. On a une valeur ajoutée exceptionnelle en Wallonie parce qu'on a des entreprises au top, on a des universités au top, et je peux prendre l'exemple. Mais quand vous voyez l'écosystème, avec les clusters, avec les pôles de compétitivité, avec les subventions qu'on donne directement aux universités, etc., ce n'est pas ainsi qu'on est le plus efficace. Et donc, ça, c'est vraiment le défi. Alors, ce qui fait mal, c'est que vous devez à un moment donné réorienter votre politique, réorienter les moyens publics, et forcément, il y en a qui sont heureux et il y en a qui sont moins heureux. Parce que c'est ça qui doit guider notre démarche et notre stratégie, c'est l'efficience. On doit être à la hauteur, je veux dire, des moyens publics investis dans chaque politique que l'on veut mener. Et ça, c'est un défi important parce que tous les jours, on va prendre des décisions difficiles par rapport aux moyens qu'on va attribuer à certains acteurs, à certains opérateurs. Et si on parle d'emploi et de formation, est-ce qu'on peut se mettre tous autour de la table pour aider les entreprises à recruter, par exemple ? Oui, bien évidemment. Vous savez, on prend le secteur de la formation et de l'emploi. C'est 3 milliards d'euros d'argent public chaque année. Alors la question qu'il faut se poser, quand on dit on a autant de personnes en situation de chômage ou en situation d'inactivité, quand on a autant de métiers en pénurie ou des métiers critiques en matière de main-d'œuvre et que les entreprises n'arrivent pas à engager, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même un problème avec autant d'argent public investi. Comme je l'ai dit parfois un peu cruellement, hein, à un moment donné, alors il faut fermer tous les opérateurs publics et donner l'argent aux entreprises avec des indicateurs et des demandes de résultats en matière de formation. Je sais, c'est de la caricature, c'est de la provocation. Je ne pense pas ce que je dis. Je crois beaucoup aux opérateurs publics, comme au Forum par exemple. Ils sont demandeurs aussi
d'être plus performants, d'être moins montrés du doigt parce qu'il y a parfois... Je ne sais pas, peut-être que votre solution peut plaire à Act. Elle est pas mal. Mais avant d'aller jusque-là, parce que vous faites de la provoque volontairement, vous le dites, sur la question de la formation, moi, chez Alipierre, j'étais un homme de chiffres. Moi, il y a un chiffre qui me marque. En Wallonie, à un moment donné, il y a 10% des chômeurs qui se forment. En Flandre, c'est 20%. Dans les pays nordiques, c'est 40%. Alors, comme vous l'avez dit, qu'on a investi des sommes importantes dans des centres de formation qui souvent sont sous-occupés. Et donc, en termes de formation professionnelle, notre défi, c'est quoi? C'est d'augmenter la participation à la formation des demandeurs d'emploi. Et ça, c'est la réforme de l'accompagnement des demandeurs d'emploi que vous avez portée sur ces fonds baptismaux récemment. Et après, il faut s'assurer effectivement qu'une fois qu'on forme, on forme vers les bons métiers et qu'on forme bien. Et là-dessus, aujourd'hui, ce n'est pas une réussite. Je vais prendre l'exemple de l'enseignement qualifiant. Depuis 10 ans, le nombre de jeunes qui se forment dans les métiers en pénurie a diminué de 2000 unités. Plus de métiers en pénurie, moins de jeunes qui se forment. Donc, ce qu'il faut faire, c'est arriver à mieux orienter vers ces formations et s'assurer qu'elles soient de qualité. Alors, on peut aller jusqu'à où vous voulez aller, ou alors on peut se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas commencer par se dire, pour tous les opérateurs publics, il y a une partie de votre financement qui est garantie au volume de formation, et il y a une partie, comme ça se fait en Finlande, ou comme ça se fait même en Wallonie dans les missions régionales pour l'emploi, 10, 15, 20%, qui dépend du taux d'insertion en fin de formation. Clarisse, vous mettez plus en avant la formation continue, de votre côté? Il y a plusieurs... Moi, je dis toujours, il y a 3 cibles dans la formation. Il y a les jeunes. Donc, comment est-ce qu'on oriente les jeunes vers les métiers en pénurie? Comment est-ce qu'on rend nos entreprises sexy de manière à ce qu'elles puissent attirer tous ces jeunes vers des métiers qu'ils ne connaissent pas? Parce que quand on doit choisir un métier, à la base, on prend des métiers qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. Ça, c'est un premier point. Deuxième cible, c'est les demandeurs d'emploi, on vient d'en parler. Et puis, troisième cible, c'est les travailleurs. La meilleure manière de ne pas avoir des travailleurs âgés qui deviennent des demandeurs d'emploi, c'est qu'on puisse les former tout au long de la vie. Et pour ça, si on veut des entreprises compétitives, ça veut dire qu'on a des entreprises qui ont aussi des outils de pointe. Et si on a des outils de pointe, ça veut dire que ces outils-là n'existent pas nécessairement dans des centres de compétences, dans des centres de formation externe. Et donc, on doit valoriser la formation qui est faite dans les entreprises. Alors avant, quand on discutait de ça avec les syndicats, ils nous disaient « oui, mais c'est un investissement de l'entreprise ». Oui, mais ça, c'était avant. Maintenant, avec le taux de rotation qu'on a, et pas parce que les entreprises ne portent pas de chouettes boulots ou de chouettes ambiances de travail, mais parce que on fait face à une génération qui est beaucoup plus mouvante, qui est capable de rester 2 ans dans un job et puis faire 1 an de tour du monde. Et donc, ce n'est plus de l'investissement dans le chef de l'entreprise, mais c'est un réel coût qui, pour le moment, n'est pas partagé par la collectivité parce que les incitants financiers n'existent pas et on ne reconnaît pas toujours même cette formation dans les fameux 5 jours de formation individuelle obligatoire par an. Et donc, je crois que sur chaque cible, il faut réfléchir à comment on forme mieux ces différents groupes pour maintenir un maximum à l'emploi et faire en sorte que les personnes en place ne deviennent pas à un moment donné, ce n'est pas un joli mot, mais j'en ai pas trouvé un autre, obsolètes par rapport aux fonctions qu'on demande. Pierre-Yves Géolet, vous vouliez réagir? Mais par rapport à ce que Frédéric dit, bien évidemment, et quand on dit qu'il faut maintenant des actes, il y a une note d'orientation qui a été déposée, très ambitieuse sur l'accompagnement des chercheurs d'emploi. Il y en a une autre qui a été validée aussi par le gouvernement wallon et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur l'enseignement qualifiant, sur la formation en alternance, l'enseignement de promotion sociale. On a beaucoup dans une autre vie travaillé ensemble et la formation professionnelle parce qu'on doit aussi accepter, le monde de l'enseignement doit accepter qu'on doit aussi se former davantage dans le milieu de l'entreprise. Ça, c'est évidemment essentiel. Et le monde de l'enseignement est très conservateur parce qu'il n'accepte pas qu'on puisse se former, qu'on puisse apprendre des métiers dans l'entreprise. C'est le mode d'apprentissage de l'alternance qui est absolument essentiel. Et puis, troisième élément, par rapport, quand on parle des 10%, mais quand on sait qu'en Wallonie, il y a le Forem, l'IFAPM, il y a plus de 150 centres d'insertion socio-professionnelle, 60 maisons de l'emploi. Il y a des cités de métiers, il y a des carrefours de métiers. Et je vous en passe encore toutes les initiatives locales, des villes, des communes, des CPAS. Et donc, à un moment donné, il faut responsabiliser les acteurs de la formation et de l'insertion socio-professionnelle parce qu'il faut des impacts
par rapport aux politiques choisies, mais par rapport aux moyens publics choisis. Et ce qui est dit par Frédéric par rapport aux agréments et au financement de ces opérateurs, bien sûr qu'il faut le lier aussi aux indicateurs de résultats. Et là, le résultat, l'objectif, c'est un maximum de remise à l'emploi. Quand on sait aussi, parce que ça c'est quand même un élément dont il faut tenir compte, que quand on a 244 000 chercheurs d'emploi, vous en avez qui sont proches du marché du travail, vous en avez aussi qui sont très loin du marché du travail. Mais quand on met autant d'argent public, chaque personne doit être accompagnée et elle doit à un moment donné grandir dans son parcours de formation, ne fût-ce que pour le savoir-être, les soft skills comme on dit, parce qu'on ne peut pas se contenter de se dire qu'il y a des personnes qui sont là et qui demain n'auront jamais d'emploi. Chacun doit avoir sa chance de pouvoir réinsérer le marché du travail. Amélie et David, j'ai besoin de vous à deux titres, avec vos deux casquettes et de parents, et surtout avec aussi votre expérience en entreprise. Est-ce que selon vous, tout est fait aujourd'hui ou tout reste à faire? Quand vous voyez vos chers enfants, pensez-vous qu'ils sont préparés au monde de demain? Et quand vous voyez vos équipes, est-ce que c'est facile de les garder? Oui, peut-être deux éléments. Par rapport aux enfants, j'ai passé début septembre une après-midi dans une classe. Mes enfants ont 2, 6 et 9 ans, donc ce n'est pas encore les humanités ni l'université. J'étais plus fatiguée qu'après 2 jours de négociations à l'autre bout du monde pour un gros contrat. Et donc, je pense qu'il y a un réel besoin de reconnaissance par rapport à ce monde de l'enseignement. Et je pense qu'on a tous aussi notre rôle à jouer, un peu to give back aussi ce que nous avons reçu. Je crois que dans cette salle, si chacun de nous passe 2 fois 1 heure par an à aller témoigner sur son parcours, sur ce qu'il a fait, sur ce qui a été difficile, sur ce qui a été génial, ça va aussi permettre, je pense, de susciter des vocations et d'engendrer une mobilité sociale qui nous manque aujourd'hui parce que les entrepreneurs sont souvent des enfants d'entrepreneurs et les entreprises sont aussi gérées parfois par rapport à ce qu'on a vu faire ses parents. Et ça, je crois que c'est un premier problème pour l'enseignement aujourd'hui, en tout cas pour les plus jeunes. Après, pour ce qui concerne la formation, vous parlez à quelqu'un qui est le fruit de l'alternance avec le programme Explore de la WEX, typiquement. Donc moi, c'est de là que je viens. J'y crois à 200%. C'est un programme qu'on utilise encore et toujours. Et finalement, le coût qui est couvert par la WEX compense en fait les efforts que l'on fournit et fait en sorte que même si la personne ne reste pas, eh bien, on a tendance à aller de l'avant et à prendre le risque d'essayer et d'avoir en permanence finalement des stagiaires chez nous. Donc, je pense aussi qu'aller témoigner dans les universités est important. Et voilà, créer ces liens, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, je pense c'est crucial aujourd'hui pour susciter des vocations et susciter des envies de rejoindre des entreprises ou d'entreprendre la sienne. David? C'est le deuxième moment douloureux parce que ta question, elle touche directement le futur de la Wallonie. Notre futur, c'est nos enfants. Et il y a quelque chose, moi, qui me marque. J'ai 2 jeunes enfants qui sont dans le secondaire tous les 2 maintenant, 12, 14 ans. Je pense qu'à la fin de leur cycle, ils auront grosso modo suivi le même cursus scolaire que moi, peu de choses près. Dans un monde qui a changé, mais à une vitesse incroyable. Les entreprises ont besoin d'avoir des jeunes qui ne sont plus ceux d'avant. Il faut de la motivation. Et je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, dans le modèle actuel, on parvient à donner de la motivation à ces jeunes. À une époque, on n'a jamais tant parlé de sens dans les entreprises. On est déjà en train de se tromper au moment où on commence leur processus de formation. Pour moi, c'est quelque chose qui m'échappe. On passe à côté de l'essentiel, c'est de les inspirer, c'est de leur présenter vraiment un projet de vie. Parce que finalement, quand on sort de l'école, on n'a vu que l'école, en tout cas c'était comme ça que ça se passait à mon époque, à peu de choses près. Et aujourd'hui, on a des moyens qui sont différents, on a des entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu. Je pense qu'elles ont déjà, depuis un certain temps, compris. Moi, ça me fait toujours rire quand on me demande « ça va pour engager ?» comme l'année passée, comme l'année avant, comme il y a 5 ans. Non, ça ne va pas, ça reste compliqué, mais on fait avec.
Je pense que les entreprises ont compris l'importance d'investir dans le capital humain, l'importance d'investir dans la formation et de continuer à former les collaborateurs tout au long de leur passage en entreprise. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu plus de mobilité. Donc la formation qu'on va proposer, qu'on va offrir, elle est parfois un peu à court terme. Et ça, c'est malgré tout un problème. Donc il faut pouvoir revoir le modèle. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ouvrent leurs portes. C'est très bien. Par contre, l'énergie, les ressources qu'elles vont mettre dans de la formation, dans de l'accompagnement, c'est parfois un peu au détriment du business model, de leur cœur de métier. Et donc là, potentiellement, il y a une perte de compétitivité si on n'identifie pas comment structurellement impliquer et faire travailler main dans la main la formation, les écoles et les entreprises. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, ça reste un métier très compliqué d'enseigner. On a des enfants qui sont, je pense, à longueur de journée, ou plutôt de soirée, d'après-midi, stimulés comme jamais auparavant avec des contenus digitaux qui leur amènent un nouveau mode de fonctionnement et qu'on ne retrouve pas statiquement sur les bancs de l'école. Pierre-Yves Gellet, est-ce que vous pensez que la notion de succès a changé? Est-ce que parfois l'impact prend plus d'importance que le profit? Oui, je pense qu'on doit d'abord être fier de succès. Peut-être qu'au niveau wallon, on n'est pas suffisamment fier de nos talents, des succès story de nos entreprises. Dans d'autres pays, dans d'autres régions, il n'y a pas que la France, on a peut-être beaucoup plus de fierté. Mais moi, je pense par rapport à la jeunesse et l'esprit d'entreprendre, se dire qu'on va créer son activité, créer son entreprise, je ne pense pas que les jeunes sont moins créatifs qu'on ne l'était ou que les autres générations sont. Je pense que beaucoup de jeunes ont envie de créer leur activité. Et donc, moi, je pense qu'il faut évidemment encourager le succès, la réussite, mais on doit aussi être très attentif, et ça, c'est notre rôle aussi politique, d'être aux côtés des entrepreneurs qui connaissent peut-être des moments plus douloureux dans leur croissance de leur entreprise, dans leur activité, ou à un moment donné, par exemple, en cas de faillite ou en cas de situation dure, on doit se relever plus fort d'un moment difficile comme celui-là. Mais je pense que c'est le rôle aussi d'une autorité publique d'être à leur côté pour les aider à se relever et à créer une autre activité ou de se relancer sur le plan économique. Ça, je pense que c'est un élément important. Quand on parle de réussite, c'est se dire aussi que parfois, dans le monde de l'entreprise, quand on prend des risques régulièrement, forcément, il n'y a pas toujours la réussite à la clé, il y a parfois l'échec, et donc on doit être aussi à côté des entrepreneurs à ces moments-là. Amélie? Oui, je crois que en sortant de l'université, moi, ce qu'on m'avait appris, c'était vous entrez dans l'entreprise, première chose, aller voir son bilan, regarder un peu ses comptes, est-ce que ça se passe bien. Je crois qu'aujourd'hui, le premier réflexe, c'est d'aller voir est-ce qu'elle est bicorp ou est-ce que... C'est toujours son bilan, mais carbone. Oui, exactement. Je n'ai pas pensé à celle-là, elle est très bien. Et donc, je crois qu'il y a un réel switch, en effet, sur les attentes par rapport à l'impact que l'entreprise a sur son environnement de manière générale, sur son écosystème, à ce qu'il n'était précédemment. Alors David, je vais me permettre de révéler un troisième moment douloureux de votre parcours. On est entre nous, en toute confidence. Quand on parle de béton vert, on a envie de parler de transition. Est-ce que les règles du jeu sont claires aujourd'hui pour vos entreprises sur ce qu'on attend de vous en Belgique? Le groupe Eloi a quand même voulu forcément montrer l'exemple. On en est où avec ce béton vert? Alors, j'ai pas envie de mentir, non, c'est pas clair. Ce béton vert, pour poursuivre sur l'exemple, c'est un béton que les équipes motivées, portées certainement par voilà, ce courant durable qui anime certainement les plus jeunes générations que les plus anciennes, avaient envie de porter. Donc chez Eloi, on s'est dit, OK, il n'y a pas de solution aujourd'hui pratico-pratique pour amener un béton décarboné sur une majorité de projets. On a la chance donc d'être en capacité suffisante, je vais dire, dans une entreprise d'une certaine taille, que pour se donner un petit peu de temps de réflexion, un petit peu de temps de recherche. Et avec l'aide d'un partenaire, on a mis au point un béton bas carbone. Mais malheureusement, il est 15% plus cher. 15% plus cher, il n'y a personne qui me l'achète. Donc on a travaillé pendant près de 2 ans sur le développement d'un produit aujourd'hui qui est toujours invendable. Alors, on se rassure en se disant, OK, on était juste trop tôt. Mais c'est frustrant finalement de voir que quand on a
peut-être des produits qui permettent d'aller vers cet objectif commun d'une société plus durable, on n'a pas les cahiers des charges, on n'a pas les projets aujourd'hui qui intègrent ou qui obligent tout simplement ces matériaux-là. Donc, ça reste pour moi une frustration de voir, malgré les bonnes volontés, je vais dire générales. Je pense que globalement aujourd'hui dans les entreprises, on comprend qu'il y a des actions à prendre pour diminuer l'impact négatif d'une entreprise sur l'environnement. Mais ce qui est encore malheureux, c'est de voir quotidiennement des marchés privés, publics. Ça me choque davantage quand c'est public parce que finalement, je pense qu'il y a un rôle un peu d'exemplarité à avoir et de voir des dossiers qui sont toujours aujourd'hui dépourvus, en tout cas pour la grande majorité, d'éléments concrets d'intégration de matériaux circulaires, de matériaux durables. On passe à côté de quelque chose parce que ce serait bien plus efficace, justement, qu'on retrouve ce cadre, cette tendance, dans un texte qui va finalement tirer toute une chaîne, toute une filière. Comment on peut éclaircir ce message, Pierre-Yves Géolet? Les marchés publics, c'est toujours très compliqué. C'est vrai aussi que ça peut, l'Arlésienne, on en parle depuis très longtemps. On ne peut évidemment pas non plus faire un marché public et faire en sorte qu'on soit certain qu'une entreprise ait l'ensemble des marchés par rapport à un critère, je veux dire, que l'on a mis dans un marché. Mais je pense qu'en effet, on parle beaucoup de critères sociaux, de critères environnementaux, de soutenir, je veux dire, les objectifs de transition écologique, de transition numérique. Je pense qu'il y a certainement aussi un travail à faire. On parle de la simplification administrative, mais un travail à faire aussi dans les marchés publics. Et marchés publics, il faut se dire aussi, je pense qu'ils sont utiles et nécessaires, mais on a été aussi très, très, très loin, je vais dire, dans les contraintes qu'on a pu imposer. Donc je pense qu'il y a certainement un travail à réaliser, notamment dans les pouvoirs publics, par rapport à une simplification aussi, parce qu'il faut se dire que plus une entreprise est petite, plus elle a du mal aussi à répondre à des marchés publics, parce que c'est déjà très très compliqué aujourd'hui. Donc il y a un travail de simplification et un travail probablement de soutien à des entreprises plus locales que par rapport au marché qui existe, mais aussi en récompensant celles et ceux qui font les efforts en matière, par exemple, de décarbonation. Je pense que ça, c'est aussi, on doit pouvoir aussi défendre, de mettre en avant, de récompenser celles et ceux qui s'inscrivent le plus, je veux dire, dans les objectifs et les transitions, que ce soit écologique, que ce soit numérique, que ce soit économique demain. Mais est-ce que c'est une réalité? C'est-à-dire on passe de passage à l'acte, on parle de passage à l'acte depuis tout à l'heure. J'entends bien votre réponse, mais c'est pas très précis comme réponse. Mais c'est pas très précis parce que on peut mettre beaucoup de personnes autour de la table et je pense que c'est comme la simplification. La simplification, il y a un peu moins de débat. Ou alors on est de mauvaise foi, mais simplification, on doit bien se rendre compte à un moment donné, allez, je vais dire, si on a du bon sens, on simplifie. Les marchés publics, déjà, si vous mettez une série d'entrepreneurs autour de la table, je ne suis pas sûr qu'ils défendent nécessairement avec le même degré d'intensivité, je vais dire certaines choses. Donc, forcément, il y a un débat. Quand on regarde les administrations, c'est la même chose. Si on met les administrations locales ou l'administration régionale, je ne suis pas sûr qu'elles seront nécessairement sur la même longueur d'onde. Donc, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire le travail, mais je pense que c'est plus compliqué, en tout cas, que le chantier de la simplification administrative. Il y a d'autres chantiers plus faciles avant celui-là. Je pense que oui, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'y attarder. Je crois que l'exemple de David est emblématique de ce que moi, je vois dans toutes les entreprises que je rencontre depuis 2 mois. Les entreprises, elles sont à la pointe. On nous vend quand même souvent l'image d'un monde de l'entreprise qui va à reculons vers la décarbonation. Moi, ce n'est pas ce que je vois. Toutes les entreprises que je vois, elles travaillent actuellement sur une solution pour décarboner leur activité. Mais le problème, c'est que quasiment toutes, elles ont le même problème que toi. C'est qu'à chaque fois, ça coûte de l'argent de décarboner, donc le produit coûte un peu plus cher, et donc par rapport à un concurrent qui n'est pas décarboné, ce n'est pas soutenable. Donc comme vous le disiez, il faut trouver là les moyens d'un soutien public, alors même qu'on a un cadre budgétaire qui va être plus restreint. Et c'est pour ça qu'en fait c'est compliqué, parce qu'on a une équation de moins d'argent d'un côté et un besoin d'investir. Un exemple clair, c'est le prix de l'électricité qui ne cesse de grimper. Pourquoi? Parce qu'on doit investir dans la grille électrique pour la renforcer, on doit remplacer des capacités carbonées de production par des capacités décarbonées, ça coûte de l'argent, on les met dans la facture d'électricité, alors qu'on dit aux entreprises,
Il faut s'électrifier pour décarboner. Il n'y a pas 36 solutions. On va devoir trouver un moyen pour financer cela, et ça passera en partie par les pouvoirs publics. Est-ce qu'on a la solution aujourd'hui? C'est pour ça que c'est vague. C'est la première question que j'ai posée à mes équipes quand je suis arrivé. Est-ce qu'on sait exactement comment on va financer? Aujourd'hui, on ne sait pas. Et donc, on a du boulot sur la planche. On attend, c'est avant tout du gouvernement fédéral, mais aussi en partie le gouvernement régional. On a maintenant les 3, 4, 5 prochaines années pour dire c'est quoi le plan pour financer la décarbonation au niveau de l'électricité. Une vision, comme je disais tout à l'heure, et il ne faut pas oublier non plus le rôle de l'Europe dans ce challenge et ce défi-là. Clarisse, j'aimerais votre avis sur justement ce pont, ce rapport entre recherche et développement, commercialisation. Est-ce que là, il mériterait qu'une vision soit déterminée au préalable avant d'accélérer sur la R&D? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une stratégie d'innovation qui a été définie, qui est la S3, avec des thématiques porteuses. Il y a une DPR dans laquelle on a mis des secteurs assez clairs. On a osé remettre la défense au cœur de la DPR. On a mis l'aéronautique, l'aérospatiale, aussi des secteurs sur lesquels il y a des gros enjeux de décarbonation. La grosse question, c'est la Belgique n'est pas une île, que je dis souvent, et la Wallonie encore un peu moins. Et donc, une fois qu'on a aidé nos entreprises à avoir un contexte hyper favorable à l'innovation, on rappelle, s'il y a des négociateurs du gouvernement fédéral dans la salle, le précompte chercheur, n'y touchez pas, ce serait sympa, ainsi que tout le cadre fiscal qui permet l'innovation. Mais après, quand on est à la production, malheureusement, on n'est pas compétitif au niveau mondial. Et donc, la production part. Or, pourquoi est-ce que l'industrie, c'est important et pourquoi est-ce que c'est important de réindustrialiser et de mettre de la production sur le territoire wallon? C'est pas juste parce que c'est joli d'avoir des nouvelles usines, mais c'est parce qu'un emploi qui est créé dans l'industrie, c'est un emploi qui est créé dans un autre secteur. Et donc, si on veut un secteur commercial qui fonctionne, si on veut de l'artisanat qui fonctionne, si on veut des sociétés de services qui sont porteuses, on doit nécessairement avoir de l'industrie sur notre territoire. Et donc, cet enjeu de choisir les secteurs stratégiques sur lesquels la Wallonie va décider aussi d'aider à la réindustrialisation et au fait qu'on remette de l'industrie et qu'on les aide à investir, parce que quand on est en concurrence avec un territoire américain, il ne faut pas... l'élection de Trump, c'est peut-être catastrophique, mais le mal, il est déjà fait depuis 2 ans. L'Inflation Reduction Act de Biden, il existe. Et nos grandes entreprises qui avaient des enjeux sur le marché américain, elles n'ont pas attendu l'élection de Trump, elles se sont déjà installées en partie là-bas, elles ont fait une grosse partie de leurs investissements là-bas. Et donc ce qu'on vit maintenant au niveau belge avec Audi, ce n'est que la suite consécutive de tout ça. Et donc maintenant, il faut se réveiller au niveau régional, mais aussi au niveau européen, et demander qu'il y ait, on est tous des acteurs européens, demander qu'il y ait des vrais fonds d'investissement qui soient dédicacés, et qu'on ait le courage, sur base de nos forces, de répartir la manière dont on va industrialiser les différents pays d'Europe. Et la Wallonie a des atouts, ça c'est certain. David, pour faire un dernier tour de table, si vous deviez prioriser et ne choisir qu'un élément prioritaire sur lequel agir, celui dans les différents qu'on a pu partager ce soir, par où commenceriez-vous ? C'est un 4e moment douloureux. C'est le dernier. Un seul élément. Je pense que vraiment permettre aux entreprises et à l'administration de travailler main dans la main, en toute confiance. On a ce même objectif d'avancer pour une Wallonie plus forte. Amélie ? La priorisation et le partage. Je pense qu'on n'est pas assez au courant. Donc, on a bien lu les DPR. On sait que ça avance, mais peut-être plus de communication sur les états d'avancement et où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'on y vient, de manière à pouvoir intervenir quand on pense qu'on peut apporter sa pierre à l'édifice. Clarisse ?
pense qu'on a parlé beaucoup de simplification administrative et je pense que la relation avec le pouvoir public de manière générale, que ce soit le gouvernement et les administrations, et le fait de... Allez, on sait qu'on a des terrains qui sont disponibles en Wallonie. C'est quoi les projets qu'on va mettre dessus? Et qu'on ait une vraie réflexion ensemble en se disant, c'est quoi notre chaîne de valeur au niveau industriel en Wallonie? Qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce qu'on va mettre sur ces territoires-là? Et qu'on y aille vraiment ensemble. Pierre-Yves Géolet, on est à quelques jours de la Saint-Nicolas, à quelques semaines de Noël. Qu'est-ce que vous pouvez leur promettre pour de vrai? Alors, je l'ai dit en commission hier, en cette période, c'est toujours plus facile de faire le Père Noël ou de faire Saint-Nicolas plutôt que le Père Fouettard. Et j'ai l'impression qu'on va devoir faire un peu le Père Fouettard. Et que c'est dans l'intérêt de la Wallonie qu'il faudra aussi, par rapport à tous ces chantiers qui sont prioritaires, mais je pense que tous ces chantiers sont aussi indispensables pour le redressement de la Wallonie, le soutien de l'activité, le soutien de celles et ceux qui entreprennent tous les jours. Mais voilà, il faudra définir cet environnement le plus entrepreneurial possible, mais il y aura des décisions qui ne plairont pas toujours. Et je pense que c'est vrai dans tous les secteurs. Je reviens sur la situation financière. Se mettre la tête dans le sable aujourd'hui et faire comme si rien ne se passait au niveau des finances publiques, je pense que c'est une erreur monumentale et elle serait aussi, pour moi, une faute, parce qu'on a beaucoup parlé des enfants et des générations futures. On ne peut pas laisser demain, je vais dire, nos enfants, nos petits-enfants avec une dette abyssale qui forcément auront des conséquences sur l'avenir. Et donc, c'est aussi notre responsabilité de cette trajectoire, de remettre, je vais dire, la Wallonie sur une trajectoire budgétaire raisonnable. Mais ça n'empêche pas d'avoir de l'ambition pour relever tous les chantiers qui ont été abordés aujourd'hui. Un dernier mot, je crois que Père Fouettard a donné envie à Amélie de réagir. Oui, peut-être en ajout aussi, je crois que ce qui caractérise aussi les entrepreneurs et les entreprises, c'est de voir dans toutes les difficultés aussi beaucoup d'opportunités. Et donc, pour rebondir sur ce que Clarisse a dit tout à l'heure, je pense que c'est aussi... Je crois que vous vouliez rebondir sur Père Fouettard, mais non. Oui, aussi. Mais maintenant, notre génération, c'est les lutins maintenant. Je pense que dans cette salle, il y a peut-être aussi beaucoup de personnes qui ont des idées pour des nouvelles solutions et que repartir avec finalement toutes ces opportunités en tête est une belle réussite. Merci à toutes et à tous en tout cas. Frédéric, je vais vous laisser le mot de la fin. C'est votre premier mot de la fin, votre première fois. Alors, je vous laisse passer à l'acte. Je vais être bref parce que je crois que tout le monde a envie de passer au cocktail. Moi, mon mot de la fin, ça fait 2 mois, un peu moins de 70 jours que je suis à la tête d'Acte. Et ce que je retiens de ces 2 mois, c'est une énergie immense. Et je rejoins exactement ce que tu dis, Amélie. C'est un peu paradoxal. Moi, je vais voir beaucoup d'entreprises depuis 2 mois en Wallonie, de John Cockerill à Carmeuse, des chambres de commerce du Luxembourg à celle du Brabant Wallon, des dizaines de créateurs de start-up à Yaka. Et le climat actuellement n'est pas facile. La conjoncture économique est plutôt à la baisse, les carnets de commandes ont plutôt tendance à se vider qu'à se remplir. On l'a dit, le prix de l'énergie est élevé et n'a pas tendance à baisser. Aujourd'hui, ça reste toujours compliqué au niveau du coût du travail en Wallonie. Le climat n'est pas facile. Et pourtant, comme tu le dis, Amélie, moi, chaque fois que je vois des entrepreneurs, oui, ils me parlent pendant 5 minutes de ces problèmes, mais après, pendant 1 heure, on parle de solutions et on parle d'idées. Donc moi, je sors de ça à chaque fois avec énormément d'énergie. Donc au bout de 2 mois, j'ai plus d'énergie que jamais. Et par ailleurs, j'ai beaucoup d'optimisme pour le futur de la Wallonie. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On en a beaucoup parlé, il faut créer un cadre favorable à l'activité économique en Wallonie. Et ça, et je crois que c'est le mot de la soirée, il faut travailler tous ensemble pour le faire. Tous ensemble, c'est d'abord nous tous dans le monde de l'entreprise. Pour la première fois, on est tous unis sous une même grande maison. Il y a l'ancienne Union Wallonne des entreprises, qui est maintenant Actua Wallonia. Il y a les chambres de commerce qui chaque fois représentent et organisent les entreprises sur leur territoire. Il y a les fédérations sectorielles qui représentent un pan de l'économie. On est sous le même toit et maintenant c'est à nous tous ensemble de créer de la valeur avec cette union pour nos membres. Travailler ensemble, c'est aussi travailler avec les pouvoirs publics, avec les décideurs publics. Vous l'avez vu, les attentes sont fortes, Monsieur Géolet, Mesdames et Messieurs les ministres. Et évidemment, on va être attentif que vous délivriez sur les promesses que vous avez faites. Mais on n'a pas envie d'être uniquement des plaignants ou des gens qui revendiquent. On a envie avant tout d'être avec vous, à vos côtés, avec des idées, avec des propositions. Vous avez mentionné l'exemple sur la simplification administrative. Pour nous, ce n'est qu'un exemple. On a envie sur tous les dossiers, par exemple les écosystèmes de recherche,
de vous revenir avec des propositions, d'être à vos côtés pour changer la Wallonie. Et puis changer la Wallonie, ce n'est pas uniquement avec le politique et entre nous, c'est avec la société wallonne dans son ensemble, avec les administrations, avec les partenaires sociaux, les partenaires environnementaux qui sont ici présents. On a aussi envie de travailler avec vous, j'ai aussi envie de travailler avec vous. Voilà, je vais rester sur ces bons mots, je vais remercier tous nos intervenants, merci Monsieur Jolet, merci Clarisse, merci David, merci Amélie, merci Charlotte, merci à nos partenaires qui nous supportent, BDO, Groupe S, Mansura, CBC, évidemment Belfius et évidemment, je vais arriver à en oublier un nom, c'est Daoust, voilà, je les ai tous. Voilà, je vous remercie d'être tous présents ce soir et je vous souhaite une très bonne soirée et comme le disait Pierre, je suis impatient de vous rencontrer.